Je vous propose qu'on poursuive. Je vais accueillir Pascal Lorne. Pascal qui est fondateur de Mioa, une société qu'il a revendue en 2011 de mémoire, je crois. C'est ça, après que tu l'aies créé 8 ans auparavant. Par ailleurs, tu as investi pas mal dans l'impact. Tu es président de l'association Impacton notamment. Tu es créateur de GoJob, tu vas nous en parler dans quelques minutes. Tu es également président de la French Tech côté de Marseille. On reviendra tout à l'heure par quelques questions autour de ton parcours personnel. Je crois qu'il y a des choses intéressantes également. On parlait de In the French Tech tout à l'heure, mais il me semble que tu as été dans un portrait d'un livre d'Emily Vidot qui s'appelle Social Calling, en tout cas si je ne m'abuse pas. Et donc, quand tu nous en parleras tout à l'heure, il y a quelques questions qui tournent autour de ça. En attendant, on va laisser pitcher GoJob, nous raconter ce que c'est que cette belle histoire. Et puis, je te repose quelques questions après si ça te va. OK ? Avec plaisir. Merci, Ronan. Et j'ai combien de temps là ? 5 minutes, ok, d'accord. Là, je peux en parler pendant une demi-heure. Non, mais en quelques mots, bon, moi, j'ai monté une demi-douzaine de startups en ayant démarré assez tôt. Je suis à peu près dans les stats, c'est-à-dire que voilà, j'ai eu 5 très gros bids, une qui n'a pas trop mal marché et une qui a très bien marché, celle que tu mentionnais. J'habitais à l'époque aux États-Unis, où j'avais passé 5 ans. Et il y a eu un peu le vide. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a fait un peu d'argent et qu'on a réalisé tous nos rêves de petits garçons entrepreneurs? Je voulais être riche, beau, admiré. Voilà, tu as eu ta tronche dans Paris Match et dans les Échos, tu es content. Et en fait, tu t'aperçois que tout ça, c'était n'importe quoi. C'était pas vraiment ça qui était le plus important dans la vie. Mais il faut en arriver là pour s'en rendre compte. Peut-être. En tout cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais moi, c'était mon parcours. Le dernier d'une famille de 5, voilà, donc je pense qu'il y avait des espèces de trucs qu'il fallait que je résolve avec moi-même. Et je vous raconte ça parce que c'est important. C'est pour ça qu'a démarré GoJob. C'est quand je rentre en France, il y a maintenant 4 ans, je retrouve la France avec beaucoup de bonheur, mais en même temps, je retrouve un pays qui ne sait pas faire face à sa transformation, la transformation du monde de l'emploi. La transformation d'un monde de l'emploi dans lequel il vaut quand même mieux être un homme de moins de 50 ans et blanc, parce que toutes les femmes de plus de 50 ans sont des cruches et savent rien faire de leurs 10 doigts. Tous les gens qui sont un peu trop bronzés, qui habitent dans les banlieues, sont des terroristes en puissance, on le sait bien. Et évidemment, à côté de ça, il y a 12% de taux de chômage. Et aux États-Unis, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Aux États-Unis, tu es blanc, noir, jaune, chinois, indien. Même dans une salle comme ça, il y aurait probablement beaucoup plus de mixité. Donc je retrouve un pays dans lequel il y a beaucoup d'a priori et qui malgré tout a 12% de taux de chômage. J'arrive et je me rends compte que finalement la seule boîte qui était capable de créer de l'emploi de manière massive, sans aucune discrimination, c'était Uber. Je les regarde, 100 000 créations de nouveaux jobs par an, dont pas loin de 90% étaient des gars qui venaient des banlieues. Je me dis, c'est quand même intéressant. Je creuse un peu, je discute avec beaucoup de chauffeurs Uber, beaucoup de cyclistes Deliveroo, et bon, je m'aperçois que c'est quand même pas la panacée, parce que quelque part, c'est un peu le retour social au tâcheronnage. On tombe dans un système dans lequel on pousse un peu les gens à prendre un statut d'auto-entrepreneur pour les mettre dans une situation qui finalement est de salarié de fait. Et je parle pas des... voilà, la retraite, on ne sait pas où est-ce qu'elle part. On travaille tous les jours. Si on a une femme, on n'a pas de congé maternité. Oubliez la sécu. Quelqu'un qui a vécu 5 ans aux États-Unis, comme moi, je peux vous garantir qu'on recommence à apprécier le modèle social français et on se rend compte que finalement, ce qui est sur la ligne cotisation maladie sur son bulletin de salaire, on a derrière une qualité de service qui est au décuple par rapport à ce qu'il faut payer aux États-Unis pour avoir à peu près le même niveau de service. Donc il faut l'avoir vécu de l'extérieur pour se rendre compte que le modèle social alimenté par des cotisations solidaires à travers le bulletin de salaire, c'est un modèle qui est très vertueux. Et je pense qu'on est un peu en train de le détruire. Alors, j'ai rien contre les auto-entrepreneurs, c'est une très bonne formule. Ma femme est auto-entrepreneur pour les gens qui sont indépendants, qui veulent faire leur life et qui veulent créer en mode freelance en tant qu'artisan ou autre, c'est génial. Mais quand on est dans une relation dans laquelle finalement il n'y a plus qu'une seule plateforme qui, derrière, force des cols bleus à se mettre dans une situation de dépendance quasiment absolue pour des salaires de misère, c'est le retour au tâcheronnage avec toutes les déviations qu'il peut y avoir. C'est je prends un compte, je fais tourner ma voiture 24/7 et puis je demande à mon petit copain de conduire à ma place si c'est pas un sans-papier ou un mineur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce modèle-là, je le regarde avec un peu de défiance en me disant c'est pas forcément ça que j'ai envie de pousser. Donc je crée une place de marché avec Fred Mazella et Pierre Cousco-Morizet, qui étaient un peu des spécialistes de places de marché. On se dit on va essayer de craquer le modèle de l'emploi en reprenant les best practices des places de marché. On crée de la liquidité entre les entreprises qui cherchent toutes
des bons travailleurs avec quelques caractéristiques, c'est venez à l'heure, faites les choses correctement et sachez vous inscrire à peu près dans la dynamique de l'équipe. Pas besoin d'avoir beaucoup de diplômes pour ça, il faut juste avoir un peu de jugeote et surtout confiance en soi. On parlait tout à l'heure à Student Pop de l'humain, mais c'est super important en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On redonne à ces gens-là, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine, confiance en eux. On leur dit, écoutez, on va vous envoyer chez un employeur et c'est vous la bonne personne, on croit en vous. Et là, comme par magie, parce que s'ils font bien le boulot, bah derrière, ils ont un bon rating. S'ils font un bon rating, ils auront un meilleur boulot, ils seront encore mieux payés. Mais en fait, ils reprennent confiance en eux, ils reprennent leur parcours en main. Et comme par hasard, bah, c'est des gens qui, à 50%, sont pris en CDI derrière. Et un autre chiffre d'impact, tu parlais d'impact, Ronan, mais 85%, écoutez bien ce chiffre, 85% des gens qu'on prend au démarrage avec un contrat d'intérim, parce que c'est le contrat qu'on a choisi, le contrat d'intérim, étaient des gens qui n'avaient jamais bossé ou pas bossé depuis plus de 6 mois. Donc on est une machine de guerre à aller chercher des jeunes des banlieues, des femmes, des hommes de plus de 50 ans, et leur donner leur premier job ou leur redonner confiance en eux pour reprendre un emploi. Voilà, c'est un joli petit bébé qui va faire cette année pas loin de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, que j'ai démarré il y a 3 ans. On a 5000 salariés intérimaires aujourd'hui, et tout ça s'est développé entre Paris et Marseille avec une équipe d'une 60aine de collaborateurs passionnés comme moi qui tous les jours changent des vies. Parce qu'on change des vies. On reçoit des mails et des SMS d'amour tous les jours de gens qui nous disent en fait, grâce à toi, j'ai pu me marier parce que dans ma culture, si j'ai pas de maison, si j'ai pas d'emprunt, je peux pas acheter de maison. Si j'ai pas de maison, je peux pas me marier. Des gens à qui personne n'avait jamais ouvert la porte d'une entreprise, qu'on a poussé un peu en disant mais si tu vas y arriver, et avec une petite formule magique qui est la satisfait ou remboursé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte en France, mais on a un taux de service, un des indicateurs de notre métier, c'est le taux de service. C'est combien est-ce qu'on arrive à pourvoir d'offres sur l'ensemble de notre pipe. Alors on a des centaines d'offres tous les jours. Malheureusement aujourd'hui, on arrive seulement à 40% de taux de service. Il faut savoir que le taux de service général de l'industrie est plutôt à 20%. Donc on surperforme, mais on a encore 6 offres sur 10 qu'on n'arrive pas à staffer. Donc aujourd'hui, quand un client nous dit « ouais, celui-là, il est un peu trop bronzé », on dit « mais tu sais pas quoi, il n'y a pas de problème. Ce gars-là, nous, on lui fait confiance. On ne te l'envoie pas, mais on ne t'en envoie pas un deuxième. Et tu sais quoi, on ne t'enverra plus jamais personne. » Parce que nous, on sait que c'est la bonne personne. Et de toutes les façons, les bons, on n'a pas de mal à les placer. On a 5000 intérimaires qui bossent pour nous, mais les bons, on les met chez les bons clients, quoi. Et si tu commences à me dire qu'il est trop bronzé ou qu'il est trop vieux, tu vas te démerder, tu vas retourner chez Adecco ou autre. Voilà. Non, mais c'est ça la réalité. On est dans un marché dans lequel d'offres et de demande, mais dans lequel la tension, elle est côté supply, hein, elle est côté travailleur, malgré 12% de taux de chômage. Donc c'est assez magique parce que ça, se satisfait ou rembourser, c'est la contre-garantie. Je parlais de confiance de tout à l'heure. C'est quand on a un candidat, on lui dit c'est toi qu'on envoie. On ne met pas 4 candidats chez le client, c'est toi et on te fait confiance. Par contre, tu merdes pas quand il va. Et cette relation, en fait, elle est vachement plus forte. C'est-à-dire que les go-jobbers, c'est comme ça qu'ils s'appellent, et en fait, ils ont envie de réussir parce qu'ils savent que derrière, nous, on les soutient, quoi. On a complètement inversé le modèle. Avant, c'était un peu de la chair à canon. Je mentionnais Adecco, c'est par ailleurs une très belle boîte, hein, mais voilà, le modèle d'intérim, il a un peu été dévoyé. Voilà, on envoie des gens, et puis ça va pas, on envoie un deuxième, un troisième, etc. Puis si le gars il y va pas, au bout d'un moment, il y a beaucoup d'absentéisme parce qu'ils ont l'impression d'être envoyés un petit peu comme ça en mission, ils ne savent pas pourquoi. Nous, on leur a redonné du sens en disant, écoutez, en plus, si vous le faites bien, il y a une bonne probabilité pour que vous soyez embauché derrière. Donc voilà, c'est ça la mission de GoJob. Qu'est-ce qu'on sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Je ne sais pas. On a un taux de croissance qui avoisine les 15% par mois, ce qui fait une boutique qui double, triple son chiffre d'affaires tous les ans. Et ce n'est pas ce après en quoi on court, devenir une licorne, whatever. Ce n'est pas vraiment ça qui nous anime. J'ai pris une grande partie de mes parts et je les ai mis dans un fonds de dotation. Parce qu'avant tout, on est un projet social. En fait, on est là pour s'inscrire sur du long terme dans la société. Notre rêve, c'est pas de faire un exit et de se faire acheter par Adecco ou CRIT. Notre rêve, c'est d'essayer d'ancrer un acteur économique de la réinsertion. C'est un projet politique quasiment, c'est de transformation de la société. Et bien loin d'essayer de concurrencer Pôle emploi, qui est un de nos partenaires qui fait super bien le boulot, on essaye de bosser avec eux et puis d'assurer cette espèce de lien qui me manque un petit peu aujourd'hui. Voilà, en quelques mots, GoJob.
Merci Pascal pour cette présentation. Quelques petites questions peut-être pour compléter, un peu technique et un peu plus philosophique peut-être derrière. Ouais. Technique, tu nous parlais des 20 millions de chiffre d'affaires. Le modèle économique, ça marche comment dans les grandes lignes? C'est très simple. On refacture à l'euro près le coût exact du bulletin de salaire et on prend une commission de 10% dessus. Voilà. D'accord. Effectivement, très simple. En échange de quoi on qualifie les candidats, on fait les bulletins de salaire, on les porte salarialement, on gère les éventuels prud'hommes qu'il peut y avoir, parce qu'on reste dans l'humain, dans lequel il y a parfois des trucs qui partent en vrille. Voilà. D'accord. Ici, on a Carré, toi, tu as créé la boîte à Aix-en-Provence. Ouais. Pourquoi Aix-en-Provence? Donc, je dis en province, donc. Ouais. Pourquoi Aix-en-Provence? Est-ce qu'il y a un clin d'œil personnel? Est-ce que c'est plus l'envie de dire les choses peuvent se faire en dehors de Paris? Non, mais c'est d'une manière très pragmatique, c'est la life d'un entrepreneur. Moi, j'ai commencé ma toute première boîte en 98. Je rentrais du Brésil, je faisais ma copée à l'époque. J'ai créé ma première boîte là-bas. 98, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était juste l'horreur. On n'arrivait pas à recruter. Il fallait filer 50 000 balles de welcome package aux mecs pour les faire venir chez toi parce qu'ils abandonnaient des stocks dans une autre start-up qui avait encore plus levé. Enfin bon, c'est du délire. Donc on avait dit, bon allez, à Aix. Voilà, j'ai fait une première boîte à Aix, une deuxième, une troisième. La troisième a très très bien marché. Donc il y a une poignée, une dizaine de gars qu'on fait des belles exits avec des stock options. Donc après, bah voilà, tu es un peu dans cet écosystème-là, tu remontes une boîte, et c'est là qu'est ton réseau, c'est que les développeurs se disent Pascal refait un projet, je le reçuis. Et puis tu as une maison avec une piscine, tu n'as pas de pollution, et tu as le TGV. Enfin, moi j'habite à 2 km de la gare, donc je prends le 5,29 le matin, il pique un peu, mais je suis à 8h45, Paris dort encore. Donc en fait, je suis plus matinal que les Parisiens. D'accord, c'est vrai qu'en fait le digital s'affranchit des frontières. Tu connais ça, toi, tu vois, oui, Paris. pareil, donc Aix, c'est l'attraction du soleil. On a des gens qui sont hyper stables. Je veux dire, le gros avantage, et là je fais vraiment la promotion de la province, mais je pense qu'à Brest c'est le même truc, c'est ouais, ok, il y a peut-être un petit peu moins de développeurs, évidemment, qu'à Paris, mais par contre, peut-être un peu moins cher, ou pas d'ailleurs. Mais la vérité, en fait, le truc, moi je vois avec tous mes potes parisiens, c'est qu'en fait, quand tu as un bon développeur qui sort de l'Epitech ou de l'école 42, au bout de 2 ans, il te dit, bah, tu sais quoi, je vais monter ma start-up avec 2 potes d'HEC et je vais être le CTO, donc soit tu me payes 70, soit je me casse. Ça, on n'a pas ça en province. Les mecs, on les paye bien. Non, ça fait rire des gens, ça vous rappelle des histoires. Et ouais, mais bon, voilà, l'avantage de la province, c'est aussi son désavantage. L'écosystème est un petit peu moins archi-dynamique que Paris. Donc quand tu payes bien les gens avec un projet sympa, international, avec de la vraie croissance, ben les gens restent, ils ne bougent pas. C'est la fidélité est hyper important, je suis d'accord. Fondamental. Tu évoquais tout à l'heure, j'en parlais, j'en disais un mot à l'introduction. Tu étais cité dans un des portraits fait par Émilie Vido, Percel, qui nous a présenté, d'ailleurs je me rappelle à un moment où je te le dis, dans son bouquin qui s'appelle Social Calling. Donc quelque part, tu l'as expliqué tout à l'heure en quelques mots, tu peux peut-être y revenir, ce qui quelque part était un peu le déclic pour toi de j'ai envie également d'avoir l'impact. En France, aujourd'hui, on a, notamment en France, pas que, mais en France, on a un petit sujet potentiellement entre les gens qui réussissent d'un côté, et c'est bien, pas bien, et ceux qui sont laissés sur le bord de la route. Et on a un sujet pour réconcilier un peu ces deux mondes qui ont le sentiment, peut-être, dans un pays très intermédiaire, d'avoir un État au milieu qui prend l'argent, ceux qui en ont, qui le redistribue, mais il n'y a plus de lien qui est réalisé entre la réussite des uns et l'idée de sortir ceux qui sont dans l'ornière par ceux qui, justement, ont réussi. Toi, ta philosophie, on sent bien qu'elle est un peu là-dessus. Est-ce que tu peux développer un peu comment tu vois les choses et comment tu imaginerais demain que des gens comme toi, qui quelque part, en tout cas en termes de critères financiers, ont réussi, peuvent avoir demain de l'impact et faire en sorte effectivement qu'on recrée ce lien, parce qu'il faut ça dans notre société sans doute, entre des gens qui effectivement ont la chance, ou la chance et sont pris en main pour réussir, et ceux qui peuvent trouver en eux une manière également de se sortir un peu de l'ornière et grandir eux aussi. Ben, là, si tu veux, Ronan, j'invente rien. Alors c'est vrai que moi, ma période dans la Silicon Valley m'a accéléré ce déclic, mais aujourd'hui, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, si votre boîte n'a pas un projet qui fait du sens pour les salariés qui vont venir, ou qui derrière, à travers un certain nombre d'actions, alors prenez Salesforce, Salesforce en soi, est-ce que ça fait du sens pour l'amélioration de la société? Non, mais en revanche, Benioff, qu'est-ce qu'il a mis en place? Il a mis le triple 1, c'est-à-dire que 1% des bénéfices sont redistribués à des projets pauvres, machin, etc. Tu me diras, quand tu es pété de thunes, c'est pas très dur de filer 1%. 1% des produits sont donnés gratuitement à des associations. Et le troisième, c'est 1% des salariés, including the CEO, ce qui fait quand même 3 jours par an, va sur le terrain. Je les ai vus, servir la soupe aux homeless à San Francisco, construire des tentes, je ne sais pas où, à Haïti, quand il y a des tremblements de terre, 3 jours par an.
Et c'est ça qui aujourd'hui... Donc, moi, j'ai vécu ça, je l'ai vécu aussi parce que à travers mon histoire personnelle, ma famille était famille d'accueil, donc on avait l'habitude d'avoir des gens qui étaient un peu en dehors de la famille et de donner des coups de main à droite à gauche. Mais à un moment donné, tu te poses la question, ça sert à quoi tout ça, quoi? Et je le dis régulièrement à mes codeurs, à mes développeurs. Les développeurs aujourd'hui, c'est des bâtisseurs de cathédrales, c'est les bâtisseurs de cathédrales du 21e siècle. Quand tu étais tailleur de pierre au Moyen-Âge, à quoi ça servait, quoi? Tu voulais tailler les plus belles pierres possibles, qu'est-ce que tu voulais faire? Est-ce que tu voulais faire ça pour faire, je sais pas quoi, une échoppe ou une cathédrale? Tu avais envie d'essayer de construire un truc qui avait du sens, qui était beau, quoi. Mais les codeurs d'aujourd'hui, moi je le vois bien, et c'est pour ça qu'ils viennent plutôt dans des boîtes comme les nôtres, c'est qu'en fait, ils ont envie de donner du sens à leur code. Ils n'ont pas forcément envie d'aller construire une espèce de plateforme web marketing qui va optimiser au centime près les achats sur Facebook ou je sais pas quoi. Tu fais ça, tu t'éclates, tu as un kiff un peu techno, mais si en plus de ça, derrière, tu as la possibilité d'arriver à changer des vies derrière, et c'est pas que en donnant du boulot. Moi, je pense que donner du boulot, ça change des vies. Mais il y a plein d'autres trucs dans le médical, dans l'éducation, dans la formation, enfin, il y a plein de projets. Et je pense que c'est un changement fondamental de notre société aujourd'hui. Moi, j'ai rien réinventé. Donc après, si tu veux pousser le sujet un peu plus loin, que de te dire, bon, ok, moi j'ai mis 2 ans, hein, je te raconte ça, maintenant j'ai l'air bien ancré, putain, ouais, le mec, super, mais pendant 2 ans après avoir très bien vendu ma boîte, j'ai essayé de refaire d'autres trucs, voilà, et puis je me suis mis à réfléchir, à faire du yoga, de la méditation, réfléchir, mais ok, ça sert à quoi tout ça, quoi? Puis à un moment, tu te dis, bon, ok, je suis prêt à repartir, mais faut que ça ait du sens. Et là, en conclusion, c'est quand tu trouves ton truc, que tu es ancré dedans et que ça fait du sens, mais en fait, tout se décuple. C'est l'histoire des grandes rivières. Vous savez, moi j'ai passé pas mal de temps, je faisais du canoë-kayak à ramer à contre-courant. Mais quand tu es ancré, que tu as un vrai discours auquel tu crois, qui fait du sens et qui fait du sens pour la société, au début tu crois que c'est des miracles qui se passent, mais l'argent arrive, les investisseurs arrivent tout seuls, la presse arrive toute seule, parce que les journalistes ils aiment bien l'histoire. Les go-jobbers arrivent tout seuls, les collaborateurs arrivent tout seuls, et tous ces trucs-là qui sont durs à avoir recruté, avoir des articles de presse, avoir du chiffre d'affaires, mais en fait, quand tu te mets dans le mainstream d'un truc auquel tu crois et que toi tu y crois, qui met encore plus d'énergie parce que tu y crois vraiment, et quand tu racontes des histoires, ben, on a envie de te suivre, ben, en fait, c'est décuplé. Donc moi j'ai envie de vous dire, faut prendre ce temps, faut prendre ce temps d'ancrage. Moi, voilà. Merci ben, Alex, on va y arriver, t'inquiète pas, ça va s'arrêter. Je sais pas, parce que là j'ai envie de prendre le temps avec vous pour vous le dire, et n'hésitez pas, moi je le fais 1 heure par jour, hein. Tous les matins, je me lève à 5h, et entre 5h30 et 6h30, je prends du temps pour moi, pour être sûr que je sois ancré et que je continue à faire un truc dans lequel, mais derrière je suis capable de bosser pendant 14-15 heures, totalement passionné, parce que je sais exactement où je vais, quoi. Donc c'est ma façon de faire, et je pense que ça aide, parce que derrière, c'est vraiment, ça démultiplie les forces, quoi. Même s'il faut conclure, une dernière question rapide. Est-ce que tu as des idées déjà d'autres business à venir, puisqu'on voit qu'il y a deux phases dans ta vie, une phase très business, une phase impact. Donc pour l'instant, tu te concentres là-dessus. Non, parce que là, je suis arrivé à trouver un peu le truc. Je mets quasiment tout mon argent et mon temps et mon énergie là-dedans, et je surkiffe parce que en plus le marché, enfin rien que l'intérim per se, c'est 25 milliards en France, 100 milliards en Europe. Donc on va faire 25 millions, on va faire 1/1000 du marché l'année prochaine. Donc, encore de quoi faire, donc. Ouais, bien s'amuser. Ouais, ça va, ouais. Merci beaucoup Pascal pour ce témoignage. Ouais, merci. Peut-être que tu nous feras des belles crêpes comme Taïg aussi tout à l'heure, de manière à ce que tout le monde puisse te rencontrer. Tu es là jusqu'à quand? Tu repars ce soir? Je repars a priori demain matin sur le D'accord, donc tu as de quoi faire quelques crêpes et on peut venir te Ouais, voir, ouais, on verra si tu fais carrément. des belles crêpes. Faut que j'aille faire des crêpes moi aussi. Ouais, exactement. J'ai pas fait des crêpes pendant 8 ans. Voilà, et elles sont magnifiques, et surtout quand on les fait soi-même. Taïg a dit qu'elles sont meilleures quand on les fait soi-même. Et puis n'oubliez pas la Digital Room toujours à côté. On enchaîne. Merci beaucoup Pascal pour ce témoignage. Merci de l'invitation. Bonne journée à toi.